Lee Child, La cause était belle, une aventure de Jack Reacher. Titre original, Worth Dying For. Pour Ruth, ma fille. 1. Eldridge Tyler roulait sur une longue route droite à 2 voies du Nebraska lorsque son portable sonna. C'était la toute fin d'après-midi. Il ramenait sa petite fille chez elle après lui avoir acheté des chaussures. Son pick-up était un Silverado de la couleur d'un journal de la veille, et la fillette était allongée sur le tout petit siège arrière. Elle ne dormait pas. Étendue sur le dos, elle avait les jambes en l'air. Fascinée, elle regardait les énormes sneakers blancs qui oscillaient à environ 60 cm au-dessus de sa tête. Elle faisait de drôles de bruits avec sa bouche. Elle avait 8 ans. Tyler se dit qu'elle était un rien attardé. Le téléphone de Tyler était assez basique pour n'avoir rien de raffiné, mais assez complexe pour avoir des sonneries différentes en fonction des appels. La plupart du temps, c'était celle du constructeur, mais 4 numéros se signalaient par une note basse et urgente, à mi-chemin entre la sirène du camion de pompiers et le klaxon de plongée du sous-marin. Et c'était bien cette dernière qu'entendait Tyler en cette fin de journée. Là, sur cette longue route 2 voies, toute droite du Nebraska, alors qu'il se trouvait à un peu moins de 20 km du magasin d'usine et à 30 au nord de son domicile. Il prit donc l'appareil posé sur le tableau de bord en tâtonnant un peu, appuya sur le bouton, porta l'affaire à son oreille et dit « Oui, on pourrait avoir besoin de toi », lui répondit une voix. « De moi ?» répéta-t-il. « Enfin, de toi et de ton flingue, comme l'autre fois. »« On pourrait, dis-tu? » ?»« À ce stade, ce n'est qu'une précaution. »« Qu'est-ce qui se passe? » ?»« Il y a un type qui met son nez partout. »« Tout près? » ?»« Difficile à dire. »« Il en sait beaucoup? » ?»« Un peu. Pas tout. Pas encore. » »« Qui c'est ce type? » ?»« Personne. Un inconnu. Juste un type. Et il est impliqué. On pense qu'il a été dans l'armée, dans la police militaire. Il n'a peut-être pas perdu ce réflexe de flic. Quand était-il dans l'armée? L'histoire ancienne. Les relations? Aucune, apparemment. Il va manquer à personne. Un mec à la dérive. Un genre de vagabond. Il est boulé ici comme l'amarante poussée par le vent. Ce serait bien qu'un autre coup de vent l'emporte ailleurs. Signalement? C'est un grand costaud, dit la voix. Plus d'1,90 m et dans les 120 kilos. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait une vieille parka marron et un bonnet de laine. Il a une drôle de manière de se déplacer, comme s'il était tout raide, comme s'il avait mal. D'accord, dit Tyler. Et donc, où et quand? On veut que tu surveilles la grange. Demain, toute la journée. Pas question de la lui laisser voir. Pas maintenant. Si on réussit pas à la voir ce soir, il va finir par piger. Et parvenir y jeter un coup d'œil. Et il va y rentrer comme ça, juste en se baladant? Il croit qu'on est 4. Il sait pas qu'il y a un 5e. C'est bon, ça? Descends-le si tu le vois. Entendu. Rate pas ton coup. Ça me serait arrivé? Répliqua Tyler. Il coupa l'appel, rebalança le téléphone sur un tableau de bord et continua de rouler. Les chaussures neuves de la fillette allant et venant dans son rétroviseur. Des champs sans vie devant lui, des champs sans vie derrière lui, les ténèbres à sa gauche, le soleil couchant à sa droite. La grange avait été bâtie il y a longtemps, à une époque où taille modeste et construction en bois convenaient à l'agriculture du Nebraska. Depuis, ce modèle avait été supplanté par d'énormes hangars métalliques installés loin de tout sur des emplacements choisis sur la seule base d'études logistiques. Mais l'Antiquité avait tenu bon, se déformant lentement, se dégradant lentement, s'inclinant, survivant. Elle était entourée d'une dalle goudronnée que les gels de l'hiver et les canicules estivales avaient soulevée et craquelée, et que les mauvaises herbes envahissaient. La porte principale coulissante, faite de puissants madriers, maintenus entre eux par des ferrures,
pendait du rail métallique par ses roulettes en fer. Mais les déformations du bâtiment l'avaient définitivement bloqué dans sa rainure. On ne pouvait plus entrer que par le portillon, petite ouverture conventionnelle pratiquée dans le portail, un peu à gauche de son centre et légèrement plus petite qu'un homme. C'est cette petite porte qu'Elridge Tyler avait en point de mire dans la lunette de son fusil. Il avait pris position bien avant l'aube, depuis plus d'une heure, précaution qu'il estimait justifiée. Il était patient, méticuleux, ne laissait rien au hasard. Dans l'obscurité, il avait quitté la route avec son pick-up et suivi des ornières sinueuses de tracteurs, puis il s'était garé dans un vieil abri à 3 côtés, conçu, il y avait bien longtemps, pour protéger de la pluie les sacs d'engrais en toile de jute. Le sol étant gelé et dur comme de la pierre, ses roues n'avaient soulevé aucune poussière, laissé aucune trace. Il avait arrêté le gros V8, puis, après être sorti de l'abri, tendu un fil de détente, à savoir un fin câble électrique gainé de plastique noir, en travers de l'entrée, à hauteur de tibia d'un homme de haute taille. Après quoi, il était retourné à sa camionnette, avait grimpé sur la plateforme arrière, puis était monté sur le toit du véhicule, avait fait passer son fusil et un sac de toile sur le demi-grenier qui formait une sorte d'étagère sous la double pente du toit de l'abri. Il s'était alors hissé dessus et avait rampé jusqu'à une latte oblique mal fixée du volet de ventilation à claire-voie dans la paroi de pignon. De là, et dès les premières lueurs du jour, il aurait une vue dégagée de la grange, située exactement 108 mètres au nord. De pas question de chance là-dedans. Il avait étudié les lieux bien des années auparavant, la première fois que ses 4 amis l'avaient appelé à l'aide, et il s'était bien préparé, plaçant les clous qui tiendraient le fil de détente, mesurant la distance entre l'abri et la grange, rendant mobile l'une des lattes de la claire-voie. Et là, ils étaient une fois de plus confortablement installés sur le demi-grenier, s'arrangeant pour rester autant que possible au chaud, et avaient attendu que le soleil se lève, ce qu'il avait fini par faire, pâle et faible. Son fusil était un Grand Alaskan, modèle fabriqué aux États-Unis par la Arnold's Arms Company. Conçu pour tirer des cartouches de 3,38 Magnum, il était équipé d'un canon de 64 cm et avait une luxueuse crosse en noyer anglais. L'objet, qui allait chercher dans les 7000 $, était efficace contre presque tout ce qui avait 4 pattes et plus efficace encore contre tout ce qui en avait 2. La lunette était une Leica Ultravid à 900 $, avec le croisillon classique gravé dans le viseur. Tyler l'avait réglé à environ 2/3 de sa capacité, si bien qu'à 108 mètres, elle découpait un rond de 3 mètres de diamètre dans le vif du sujet. Le soleil sans force du matin était bas sur l'horizon oriental, les rayons de sa douce lumière grise se propageant presque parallèlement à la terre endormie. Il allait s'élever un peu plus haut, plus tard, lorsqu'il passerait au sud, puis il replongerait vers l'ouest, ce qui était parfait, car cela signifiait que même une cible portant une parka marron se détacherait très bien sur le fond des madriers brunis par les intempéries et les ans, cela toute la journée durant. Tyler était parti du principe que la plupart des gens étant droitiers, sa cible se tiendrait légèrement à gauche du centre, de manière à ce que sa main puisse se poser sur la poignée de l'étroit portillon. Il avait également calculé qu'un homme raide et endolori se tiendrait près de ce portillon, afin de limiter son mouvement et de le rendre le moins douloureux possible. Le portillon mesurant un peu moins de 1,80 m de haut, mais étant pratiqué dans le grand portail, son seuil se trouvait une vingtaine de centimètres au-dessus du sol. Un homme mesurant 1,92 m aurait donc le front à quelques 182 cm du sol, ce qui, en termes d'axe vertical, plaçait le point idéal pour tirer 15 cm sous l'eau de la porte. Un homme qui pesait plus de 100 kg devant être, en plus, large d'épaule, au moment où il tenterait d'ouvrir le portillon, le centre de son crâne se trouverait sans doute à environ 50 cm à gauche de sa main droite, ce qui, en termes d'axe horizontal, mettait le point de mire environ 15 cm au-delà du côté gauche du portillon. 15 cm verticalement, 15 cm horizontalement. Tyler se retourna et tira de son sac en toile 2 sachets de plastique contenant du riz long, venu directement de l'épicerie et pesant dans les 2 kilos chacun. Il les empila sous le canon de son fusil, qui a la belle crosse de noyer sur eux.
Il s'installe ensuite confortablement derrière elle, mit un œil à la lunette et régla le croisillon sur le coin supérieur gauche du portillon. Le déplaça un peu vers le bas, un peu vers la gauche, puis il glissa délicatement son index sur la détente. Inspira. Expira. En contrebas, sa camionnette émettait les cliquetis d'un moteur qui se refroidit, tandis que montaient vers lui les odeurs vivaces de gazole et de fumée d'échappement, mais les odeurs mortes de poussière et de bois pourri. À l'extérieur, le soleil poursuivait son ascension, et la lumière s'intensifiait légèrement. L'air était humide et lourd, froid et dense. Le genre d'air qui empêche une balle de baseball de franchir les limites du terrain. Le genre d'air qui enrobe une balle de fusil et lui offre une trajectoire rectiligne. Turner attendit. Il n'ignorait pas qu'il risquait d'attendre toute la journée, et il y était prêt. C'était un homme patient. Il utilisa ce temps mort pour se représenter la séquence éventuelle des événements. Il imagina le grand costaud à la parka marron, entrant dans le champ de sa lunette, s'arrêtant, restant immobile, lui tournant le dos, posant une main sur la poignée. À 108 mètres de là. Une seule balle à haute vélocité. Le bout de la route.